Donc, merci à tout le monde d'être ici présent ce midi. C'est pas nécessairement toujours un sujet très agréable à aborder sur l'heure du dîner. Toutefois, je trouve ça important qu'on puisse en parler. Je trouve ça le fun que le CHUM fasse une journée comme ça pour justement parler de la postvention. C'est souvent un côté qui est un petit peu négligé au niveau de la prévention du suicide. Puis je vais vous parler que pourtant la postvention est une forme de prévention très importante au niveau du suicide. Donc, ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est survivre au suicide d'un adolescent, accompagné lorsque l'impensable survient. Donc, je présente mes co-chercheurs, c'est les membres qui étaient avec moi, mes directrices, co-directrices et superviseurs de postdoctorat. Il n'y a aucun conflit d'intérêt à déclarer. Les objectifs de la présentation aujourd'hui, ça va être tout d'abord de comprendre c'est qui les personnes qui sont touchées par un suicide, c'est quoi l'impact que peut avoir un suicide auprès des gens, le suicide d'un adolescent, mais aussi le suicide en général, identifier les éléments qui pourraient influencer le vécu des familles suite à un suicide, et comprendre le concept de croissance post-traumatique qui, vous allez voir, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi au niveau du doctorat, Dominique le disait tout à l'heure, on parlait de résilience, puis maintenant, je parle un petit peu plus de croissance post-traumatique, donc je vais pouvoir vous expliquer ça aussi. Donc, tout d'abord, le deuil suite à un suicide. Le deuil suite à un suicide, c'est un deuil qui est quand même assez particulier compte tenu des caractéristiques de la mort. Tout d'abord, c'est une mort qui est violente, c'est une mort qui est auto-infligée, qui est non naturelle et qui est soudaine. Souvent, dans les écrits, on la compare avec des morts accidentelles, des morts automobiles, des véhicules automobiles, parce que c'est des morts violentes. Toutefois, la particularité encore plus au niveau du suicide, c'est que c'est une mort qui est auto-infligée. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de coupable à identifier à part la personne elle-même. Et il vient avec ça une dichotomie à savoir, bien, j'ai de la peine que la personne soit décédée. En même temps, j'ai une colère. Je peux vivre de la colère que cette personne-là se soit enlevée la vie. Donc, les gens peuvent vivre là, ce duel-là à l'intérieur d'eux. Les particularités de ce type de deuil-là, c'est la phase de déni. Dans tous les deuils, il y a une période qui peut subvenir au niveau du déni. Par contre, dans le deuil suite à un suicide, les particularités, c'est que souvent, il va y avoir le déni de la cause. On ne fait pas juste le déni du fait que la mort est arrivée, mais on fait le déni de la cause. Il y en a beaucoup qui vont essayer, compte tenu du tabou, de la stigmatisation, on va essayer de nier la cause du décès. C'est déjà arrivé, on a vu dans des études que même les parents, même s'il y avait une lettre d'adieu que le jeune avait écrit « Je me suis suicidé, je n'ai pas été tué », les parents continuer à essayer de voir, oui, mais peut-être qu'il a écrit ça sous l'influence, il a peut-être été obligé d'écrire ça. Fait que le fait d'accepter que c'est un suicide, ça peut être difficile. Toute la culpabilité de ne pas avoir pu dépister, pas avoir pu détecter que c'est le suicide s'en venait. Souvent, quand on regarde par après, les gens, l'entourage dit, bien, t'as pas vu de signe, t'as pas rien vu qui aurait pu te prévenir que ça allait arriver. Donc, il y a toute la culpabilité qui peut s'ajouter à ça. La stigmatisation. Les écrits le démontrent d'ailleurs que si on compare on fait des histoires de vie par écrit de personnes qui se sont suicidées et de personnes qui sont mortes par cancer ou peu importe, mais c'est la même situation, sauf qu'un est mort par suicide, l'autre est mort par cancer, par exemple. L'entourage de la personne qui va s'être suicidée va être perçu par le lecteur comme beaucoup plus négatif que l'entourage de la personne qui est décédée par cancer. Donc, il y a une certaine stigmatisation que les endeuillés vont ressentir par le regard des autres. La honte du geste qui va être arrivé. La colère, vous allez voir dans la recherche que j'ai faite, la colère, de façon générale, peut survenir, colère envers la personne qui s'est suicidée, mais il y a aussi d'autres types de colère qui peuvent survenir, dont, entre autres, envers les professionnels qui n'ont pas été capables d'aider la personne qui s'est suicidée. Et vous voyez après ça tout l'enjeu que ça va avoir sur la relation thérapeutique qu'on pourrait développer avec ces endeuillés-là. S'ils sont en colère contre les professionnels, ils sont en colère contre l'ensemble des professionnels, pas une en particulier, donc des fois ça peut jouer. Et tout le sentiment de rejet, d'abandon qu'ils vont vivre, compte tenu que la personne s'est enlevée la vie. Est-ce que c'est de ma faute? Chez les enfants, on va le voir souvent, ça aussi. Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Est-ce que c'est parce que j'ai pas été assez gentil? Est-ce que c'est parce que j'ai pas été assez correct avec mon père qui s'est suicidé? C'est parce qu'on s'est chicané et tout ça. Donc, ça peut être des enjeux. Les endeuillés par suicide, c'est une catégorie d'endeuillés qui sont particulières aussi, comme je vous disais, mais parce qu'ils sont plus à risque de vivre du stress post-traumatique, plus à risque aussi de vivre de la dépression, ils peuvent avoir des idées suicidaires et sont plus à risque même de se suicider eux-mêmes. C'est comme si ça devient un outil dans leur boîte à outils, que quand ça va pas bien, bien c'est un moyen que je peux utiliser parce que mon père l'a fait, parce que mon grand frère l'a fait. Fait que pour certains, ça peut devenir un outil. Pour les gens proches, dans des milieux scolaires, ce qu'ils avaient vu, c'est que pour les gens proches,
quand ils voient l'impact que ça peut avoir sur l'entourage, ce type de décès-là, des fois, ça va les retenir parce qu'ils se rendent compte de la peine que ça cause à l'entourage. Mais les gens qui sont un petit peu plus éloignés, qui ne voient pas nécessairement tout l'impact que ça peut avoir sur les proches, des fois, ils peuvent voir l'impact positif que le suicide a eu. Ah, ben ça le fait qu'il a été connu dans l'école, il y a eu une certaine heure de gloire, tout ça. Fait que pour certains, ça peut entraîner aussi des idées suicidaires. Mais c'est qui les personnes qui sont endeuillées? C'est qui les personnes qui peuvent être touchées par un suicide? Historiquement, les écrits, ce qu'ils disaient, c'est que pour chaque suicide, il y a environ 6 à 7 personnes endeuillées par suicide. Dernièrement, dans les dernières années, ce qu'ils ont découvert, c'est que la personne, le docteur Shenman, qui avait déterminé ce nombre-là, avait déterminé ça un peu au hasard. On lui avait demandé il y avait combien de personnes endeuillées par suicide. Il a calculé, il a dit bon, à peu près 6-7. Mais dans le fond, c'est beaucoup plus de ça, des gens qui peuvent être endeuillés par suicide. Et je vais vous montrer les nouvelles études, ce qui démontrent. C'est plus que chaque suicide peut toucher, puis là, c'est pour ça que j'utilise le mot « toucher » et non « endeuillé », peut toucher jusqu'à 100 personnes. Et là, toucher, c'est à différents niveaux. Tout d'abord, il va y avoir les gens qui vont être exposés au suicide. Les gens exposés par suicide, on peut penser à tous ceux qui sont les premiers répondants. Ceux qui vont dans le métro, qui pourraient être témoins d'une tentative de suicide. Les membres de famille qui vont voir la personne, qui vont la découvrir, tout ça, ça peut être des gens qui vont être exposés par suicide. Ils peuvent aussi être endeuillés à long terme, mais à la base, ils vont aussi être exposés au suicide. Il y a les gens qui sont affectés par le suicide, donc il y a une relation plus ou moins proche avec la personne, mais ça leur fait quand même quelque chose. Un collègue de travail qu'on connaît de nom, qu'on connaît un peu, qui était dans un bureau proche d'une autre, on s'identifie à lui, on peut être affecté par son suicide. Donc ça, c'est cette catégorie-là. Il y a aussi les endeuillés à court terme, c'est ceux qui vont quand même avoir des symptômes de deuil suite à un suicide quand même plus ou moins important, mais de façon brève, à court terme. Et il y a les endeuillés à long terme. Généralement, on va identifier plus les membres de famille, les amis proches, tout ça, dans cette catégorie-là. Mais il faut toujours faire attention à qui, nous, on considère comme endeuillés à court terme, à long terme, personnes affectées, personnes touchées, parce que c'est avec notre lunette à nous, mais la personne elle-même, elle peut se classifier dans une autre catégorie. Fait qu'il faut toujours faire attention à ce niveau-là. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il y a plusieurs impacts négatifs, il y a plusieurs conséquences que ça peut avoir, le deuil suite à un suicide. Par contre, il y a aussi des conséquences positives qui peuvent survenir. Et là, conséquences positives, quand j'ai fait ma recherche et que je questionnais les familles à savoir qu'est-ce qu'ils avaient appris, comment ils avaient grandi cette expérience-là, j'ai appris qu'il fallait faire attention avec conséquences positives parce que j'ai failli recevoir une assiette par la tête une fois en demandant ça à un père qui me disait « c'est pas vrai que j'ai grandi de cette expérience-là, puis je pourrais jamais avoir appris quelque chose de positif de la perte de mon fils ». Il n'y avait pas tard. En même temps, quand on regarde tout le processus par lequel ils ont passé, cette expérience-là, quoique très, très, très douloureuse, cette expérience-là a amené des transformations, les a amenés à changer, à se transformer. Ça peut être de façon positive aussi. Donc, c'est ça que je vais vous présenter un petit peu. C'est émerger malgré la blessure indélébile. C'est ce qui est ressorti comme résultat de la thèse à ce moment-là. Il y avait 17 participants qui ont pris part à l'étude, qui provenaient de 7 familles. Je vais vous les présenter brièvement, juste pour que vous ayez une idée de qui c'étaient ces gens-là. Donc, il y avait les 7 familles. L'âge, c'est l'âge de l'adolescent au moment du décès. Vous voyez, la dernière famille, il y a deux jeunes, parce qu'il y a 2 frères qui se sont suicidés dans la même famille. Donc, la maman, à ce moment-là, m'a parlé de son vécu suite au suicide de ces 2 garçons. Puis, je vous dirais, quand on le regarde froidement comme ça, le tableau, on se dit « Oh non, pauvre madame, elle a perdu 2 fils par suicide. » Oui, c'est vrai, c'est très douloureux ce que cette dame-là, elle a vécu. Mais c'est une des premières entrevues que j'ai faites. Et je m'en allais là un peu à reculons en me disant « Mais comment je vais faire pour tout dealer avec cette situation-là? » Finalement, cette madame-là, elle avait une vision tellement positive et tellement résiliente face à tout ce qu'elle avait vécu que c'était un exemple de comment on pouvait se transformer positivement par rapport à cette situation-là. Elle aurait aimé mieux avoir ses 2 fils avec elle, ça c'est certain, mais elle avait réussi à cheminer et à grandir à travers cette perte-là qu'elle avait vécue. Donc, pour le diagnostic, c'est important de le mettre aussi parce que l'effet d'avoir un diagnostic ou non de problème de santé mentale chez le jeune qui se suicide, ça a un impact sur comment les familles vont vivre le deuil ensuite. Parce que généralement, quand il y a un deuil suite à un suicide, ce qui arrive, c'est qu'on va essayer de trouver un sens. Pourquoi la personne est morte? Il y a un accident d'auto
quelqu'un a un accident d'auto, on est capable de pointer un coupable. Ah, c'est le chauffeur, c'est à cause du chauffeur, c'est à cause de telle chose. Quand il y a un suicide, c'est difficile d'identifier une cause, c'est difficile de pointer le doigt sur un coupable. Quand il y a un problème de santé mentale, on est au moins capable de mettre ça sur le doigt de la maladie. C'est parce qu'il était malade. Donc, à ce moment-là, des fois, on le voyait chez les familles où il y avait un antécédent de troubles au niveau de la santé mentale. On voyait que c'était plus facile, cette période-là, de recherche de sens parce que, justement, il était capable de pointer le doigt sur la maladie mentale. Les tensions, c'était est-ce qu'il y a des tensions au sein de la famille avant le suicide? C'est très difficile à admettre pour certaines familles, puis c'est très difficile des fois à concevoir, mais pour certains, quand c'était des tentatives de suicide par-dessus tentatives de suicide ou que c'était un jeune qui était plutôt problématique, qui demandait beaucoup d'énergie au sein de la famille, des fois, le suicide venait un peu alléger toutes les tensions au niveau de la famille. Ça amenait une certaine part de tension au sein des proches, de dire « je peux-tu être comme un peu soulagée du suicide de mon proche? » Mais pour certains, c'était vécu un petit peu comme ça. Le lieu avait un impact aussi à savoir c'est où ça s'est produit parce que les images que ça va laisser, de savoir est-ce que ça s'est passé à la maison, où ça s'est passé, qui a découvert, ça pouvait laisser des images plus importantes chez certaines personnes. Et qui a découvert justement parce ce qu'on a pu percevoir, c'est que les gens qui avaient découvert la personne qui s'était suicidée, généralement, c'était eux aussi qui avaient le plus longtemps en arrêt de travail et tout ça parce que eux, les images restaient beaucoup plus présentes chez ces endeuillés-là. Puis au niveau des familles, on avait des familles à la fois nucléaires, monoparentales, recomposées et tout ça. Au niveau de la fratrie, moi, je demandais automatiquement qu'il y ait au moins un membre dans la fratrie qui reste vivant parce que c'était important. Si on parle d'une famille, on ne parle pas juste du vécu d'un couple, on parle d'une famille avec des enfants. Donc, c'est pour ça qu'il y avait des membres de la fratrie. Et le délai depuis le suicide aussi pouvait avoir un impact parce que c'est quand même un délai qui est relativement quand même long, là, depuis au moins 4 ans que le décès est arrivé chez les participants. Parce qu'il y a des études qui ont été faites sur justement la croissance post-traumatique des endeuillés par suicide, mais qui avaient vécu le deuil depuis moins de 2 ans. Et ils voyaient que la croissance était très légère à ce moment-là, mais je me demande si c'était pas trop récent encore, le deuil, pour être capable d'avoir cette distance-là puis être capable de voir qu'on peut se transformer positivement à ce moment-là. Au niveau de la durée, c'est juste pour vous dire que c'était pas juste 3-4 pages d'entrevue qu'on a analysées, là. Il y avait plus de 13 heures d'entrevue, donc des milliers de pages de verbatim qu'on avait avec les participants, qui aussi acceptaient de nous prêter des documents qui, pour eux, semblaient essentiels pour nous expliquer leur processus. Donc, ici, ce que vous voyez, c'est un peu, dans le fond, le processus de résilience, le processus de croissance. Donc, le cataclysme, le suicide survient au sein de la famille comme un cataclysme. Et moi, je suis assez visuelle, donc c'est pour ça que j'ai un visuel de naufrage, de bateau et tout ça. Donc, le cataclysme survient, ça l'ébranle toute la famille, ça l'ébranle le système familial. Et les gens le décrivaient comme ça, c'est une bombe qui arrive au sein de la famille, qui nous déstabilise tout le monde. Et l'ampleur de cet éclair-là, de ce cataclysme-là, vient de différents éléments, dont, entre autres, c'était quoi le contexte familial avant le suicide? C'était quoi le contexte social dans lequel le suicide survient? Puis je vais tout vous les détailler après. Comment le suicide lui-même s'est produit? C'est quoi les émotions qui ont été vécues? S'ensuit une période de naufrage où là, la famille vivote, essaye de s'en sortir plus ou moins facilement, dépendamment des types de familles. Et en fonction des bouées de sauvetage aussi qui sont présentes. C'est quoi les ressources qui sont disponibles à l'intérieur d'eux, autour d'eux, qui n'ont pas nécessairement besoin d'aller chercher ces ressources-là qui sont présentes là pour les soutenir. Et ensuite, il y a une période où là, ils se mettent plus en action et il va s'en suivre l'émergence. Et cette émergence-là, cette croissance-là, c'est apprendre. Ils vont apprendre sur soi, apprendre sur les autres, apprendre sur la vie en général. Et ça, c'est ça un peu la croissance qui survient. Et c'est ce qu'un père nous disait, c'est sûr qu'on a beaucoup, beaucoup appris. On a appris qu'on a des grandes capacités, qu'on va pouvoir faire face à d'autres difficultés. C'est un apprentissage qu'ils mettent après ça dans leur boîte à outils, comme quoi, bien, on a été capable de survivre à ça. Si on a été capable de survivre à ça, on est capable de faire face à beaucoup de difficultés. Fait que ça, c'est une force qui se développait suite au suicide. Ils peuvent aussi grandir comme individus, entre autres, des nouvelles capacités à communiquer. Un père, ce qu'il nous disait, entre autres, c'est « J'aurais jamais parlé comme ça il y a 3 ans. » Puis moi, ça m'a surpris quand il me disait ça parce que c'est celui qui me parlait le moins en entrevue. Et je me disais, une chance qu'il y
développé sa communication, mais il disait, moi, avant, j'aurais jamais parlé de mes émotions, j'aurais jamais échangé là-dessus. Maintenant, je suis capable de m'asseoir avec ma conjointe, on est capable d'en parler, je suis capable de m'asseoir avec mon fils, puis de parler quand ça va pas ou des choses comme ça. Fait que ça leur a fait développer cet aspect de la communication-là. Et une sensibilité aiguisée. Moi, je les voyais, ces personnes-là, comme avec des nouvelles petites antennes qui leur avaient poussé. Puis ils étaient capables de voir quand quelqu'un souffrait autour d'eux. Des fois, ça peut être lourd parce qu'ils sentaient cette souffrance-là, mais en même temps, c'est comme si ça les aidait de voir qu'on est capable de rentrer en contact avec d'autres qui ont souffert aussi. Puis on le sent quand quelqu'un va pas bien, on est capable d'interagir avec eux. Fait que ça, c'était des éléments qui jugeaient eux autres comme étant une croissance. Comme famille, il y a toute la communication intrafamiliale qui s'est améliorée beaucoup et le resserrement des liens. Au début, je ne dis pas que la première journée, les liens se sont resserrés. Il y en a certaines familles que les liens se sont beaucoup dispersés pendant les premiers temps. Chacun avait besoin d'aller panser ses plaies de son côté. Mais à un certain moment, c'est comme s'ils finissent par se resserrer les liens en disant, bien, on est ceux qui ont vécu cette situation-là ensemble. On peut se tenir ensemble, on peut se soutenir ensemble. Donc ça, c'est des éléments qui les aidaient. Comme une sœur elle disait, moi, cette épreuve-là, ça nous a rapprochés. On était rendus où moi, je voulais quasiment plus voir mon père. Puis pour la première fois, je passe des moments seuls avec lui. Et ça, c'était une jeune fille que les parents étaient séparés. Et justement, là, sa sœur, elle avait beaucoup, beaucoup de contact avec leur père, mais elle n'en voulait pas. Elle n'avait pas d'affinité avec lui. Dans les premiers temps qui ont suivi le décès, elle lui en voulait beaucoup à son père. Elle n'avait pas de lien non plus encore avec lui. Puis à un certain moment, il y a une conjointe qui est arrivée dans le décor, une conjointe du père qui est arrivée dans le décor et qui les a fait se parler. Et à partir de ce moment-là, c'est comme s'ils ont réussi à crever l'abcès ensemble. Et à partir de ce moment-là, ils sont plus capables de communiquer ensemble. Puis maintenant, elle sait que quand elle a besoin de tel type de soutien, c'est sa mère qu'elle va aller chercher. Mais quand elle a besoin de tel type de soutien, bien, c'est son père qu'elle va aller chercher, chose qu'elle n'aurait jamais fait auparavant. Elle dit, c'est sûr que j'aimerais mieux avoir ma sœur, mais j'aurais jamais cette relation-là avec mon père si ma sœur était encore là. Donc, je vous reparle un petit peu plus de chacun des éléments précédents. Moi, je les voyais comme ça, ces familles-là, là, à travers la terre, à travers tout ce qui pouvait arriver, ils réussissaient à grandir malgré tout. Donc, au niveau de ce que je veux vous dire principalement, entre autres, puis c'est là que je vais faire le lien avec les pistes d'intervention, c'est que dans tout le processus que ces familles-là nous ont décrit, il y a des pistes d'intervention qu'on peut avoir. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Il y a des choses il y a certaines bouées de sauvetage qu'on ne peut pas jouer. Les expériences antérieures, comme une mère, elle disait, moi, j'ai déjà passé au feu quand j'avais 16 ans. Je sais c'est quoi repartir à zéro. Je sais c'est quoi se rebâtir. Bien, ça, on ne peut pas vraiment jouer là-dessus. Mais il y a certaines pistes d'intervention comme professionnels sur lesquelles on peut avoir une grippe. Donc, c'est pour ça que je voulais vous les présenter. Donc, tout d'abord, il y a le contexte social, toutes les circonstances entourant le suicide aussi qu'on peut jouer, les émotions qui vont être vécues, les bouées de sauvetage que ces familles-là ont, puis on peut aussi agir au niveau des actions. Donc, si on regarde au niveau du contexte social, il y a tout d'abord tout le tabou entourant le suicide. Entre autres, la semaine de prévention du suicide essaie de faire briser ça un petit peu les tabous, le fait d'en parler un peu plus. On voit des gens dans les médias qui prennent position davantage par rapport à la prévention du suicide. Donc ça, c'est des bons points. Mais entre autres, ce qui peut jouer au niveau du tabou, ce qu'on voyait, c'est un père, lui, il venait d'une autre communauté culturelle, et lui, ce qu'il disait, c'est le premier moment, quand il a reçu l'appel comme quoi son fils s'est suicidé, il en parle avec un ami, et l'ami lui dit « On ne dira pas que c'est un suicide, OK? Je vais t'aider. » Puis il était là, il était présent, puis la communauté s'est rassemblée autour de lui, mais le premier réflexe de l'ami, ça a été de dire « On dira juste pas que c'est un suicide. » Puis le père dit, non, écoute, là, ça fait 4 ans qu'on vit tentative de suicide sur tentative de suicide, puis qu'on essaye de briser le tabou parce que leur fils avait un problème de santé mentale, il avait une maladie bipolaire. Il dit, non, c'est pas vrai, là, on va le dire, puis on va foncer. Puis ce monsieur-là a parti une fondation, puis il s'est vraiment impliqué. Après ça, il dit, c'est pas vrai, on va briser les tabous. Mais il y avait quand même ça autour de lui, ce tabou-là. Il y a aussi toute la stigmatisation qui peut être associée au suicide, qui peut avoir un impact sur lequel, comme professionnel, on peut jouer. Donc, il y avait un père, entre autres, dans une plus petite communauté. Des fois, à Montréal, on ne connaît pas nécessairement nos voisins, puis chacun fait sa petite vie. Mais dans certaines communautés, les gens sont plus proches et ils savent un peu plus tout ce qui se passe. Et entre autres, ce père-là, lui, quand sa fille s'est suicidée, par la suite, il y en a eu quelques-uns suicides dans l'environnement.
Et il s'est senti comme pointé du doigt, comme c'est toi le père de la première qui a parti la vague. Puis lui, à ce moment-là, il dit « Je me sentais comme un criminel dans ma communauté. » Donc, à ce moment-là, il y avait toute cette stigmatisation-là qui pouvait jouer et sur laquelle, nous, comme professionnels, on pourrait avoir un impact, entre autres, en disant que bien, c'est pas parce qu'une personne se suicide qui est responsable des autres et tout ça. Donc, on peut jouer à ce niveau-là. Au niveau des circonstances entourant le suicide, il y a tout le contact avec les premiers répondants. Et ça, je suis bien placée pour faire mon éditorial à tous les jours avec mon conjoint qui est pompier au niveau des premiers répondants et l'impact que ça peut avoir. Ce qu'ils me disaient, les endeuillés, et c'était marquant, tous les endeuillés m'en ont parlé, ils ont tous des souvenirs de leur contact avec les premiers répondants. Parce que c'est les premiers professionnels, eux autres qui classifient comme professionnels, qui rentrent dans leur maison et qui prennent possession de leur maison. Ils sont vraiment dépossédés de leur enfant à ce moment-là. Il y en a certains qui ont eu des bons contacts et qui le renotaient, disaient « bien lui, il m'a vraiment beaucoup aidé parce qu'il a pris le temps de m'écouter, tout ça ». Mais la plupart avaient eu des contacts difficiles. J'ose croire que ça s'est amélioré. Ça fait quand même quelques années que j'ai rencontré les familles, mais quand j'en parle, généralement, les gens continuent à hocher de la tête en disant « oui, c'est toujours comme ça ». Ce qu'une mère me disait, c'est tous les policiers sont rentrés chez nous, ils se promenaient partout, ils regardaient partout. Il y en a un autre qui disait, une autre mère, la même mère qui disait, tu la laisses partir toute seule, tu sais même pas si elle est encore morte. Ce qui est arrivé chez cette maman-là, c'est qu'elle est arrivée en retard ce soir-là du travail. Donc, elle arrivait toujours à 5 heures, elle est arrivée à 5h15. Et sa fille se serait suicidée, selon les approximations, autour de 5 heures. Fait qu'elle, elle disait, dans le fond, là, c'était un cri à l'aide que ma fille faisait. Elle voulait pas vraiment mourir. Quand elle est arrivée, pas certaine si elle était réellement morte, mais là, c'est elle, la mère, qui est là, qui appelle les polices. Donc, à ce moment-là, elle devient la première suspecte. Donc, il faut qu'on l'interroge. C'est elle qui est témoin des choses. Donc, tu peux pas aller à l'urgence avec ta fille parce qu'il faut que tu répondes aux questions des policiers. Donc, pour elle, à ce moment-là, elle se retrouve prise qu'elle peut même pas vivre la peine puis accompagner son enfant, qu'elle sait pas si elle est morte ou pas, parce que les ambulanciers pouvaient pas déterminer si elle était décédée ou pas. Donc, il y avait toute cette chose-là à vivre. Il y a d'autres parents, eux autres, qui me disaient, c'est... on arrive à la maison, il y a des lettres d'adieu. Sa conjointe n'était pas revenue du travail encore, mais là, les policiers ramassent tous les documents, ramassent donc les lettres d'adieu. Et là, lui, il dit, bien, ma femme veut les voir. Ah ben non, là, maintenant, ça nous appartient, parce que c'est comme des pièces à conviction. Donc, eux autres, ils veulent garder les lettres. Une chance à l'époque, c'est pour ça que je vous dis que ça remonte à quelques années. À l'époque, le monsieur dit une chance, j'avais un fax à la maison, fait que j'ai pu faire une photocopie des lettres pour que ma femme puisse au moins voir ce que notre fils avait écrit, parce que sinon, après ça, ça se retrouve chez le coroner, puis c'est plus long à pouvoir retrouver les documents. Donc, il y a tous ces enjeux-là au niveau des premiers répondants qui peut arriver. Puis ce contact-là va beaucoup teinter la façon dont, après ça, ils vont voir les autres professionnels. Même si le responsable au CLSC ou la personne qui va s'occuper des groupes d'endeuillés n'est pas la même personne que le premier répondant, ça reste que, pour eux, c'est l'image de ce qu'un professionnel peut faire pour eux. Donc, ça peut être difficile. Même chose, puis je ne sais pas si j'en parle, même chose pour les urgences. Les parents nous disaient, je vous le disais tout à l'heure, ils ont une sensibilité aiguisée, ils ont des nouvelles petites antennes qui leur ont poussé en l'espace de quelques secondes. Et là, ils arrivent à l'urgence. Et à l'urgence, on ne sait pas nécessairement toujours comment les recevoir. Puis là, je me place comme ça parce que, à la même place que tous ceux qui travaillent à l'urgence, parce que je travaillais à Sainte-Justine auparavant. Puis on ne sait pas trop comment se positionner. Qu'est-ce qu'on fait avec les familles et tout ça. Fait qu'une maman, entre autres, elle me dit, là, ils nous installent dans une petite salle blanche. Puis ils disent, bien là, t'attends, on va venir vous voir. Elle dit, je ne sais pas ce qui arrive avec mon enfant. Puis là, il m'envoie un agent de pastoral. Elle dit, moi, je veux rien savoir de l'agent de pastoral. J'ai pas envie d'y parler à l'agent de pastoral. Puis là, elle dit, tu regardes dans le corridor, puis tu vois tout le monde qui font des détours. Parce que personne ne veut passer devant ta chambre, parce que si on passe devant ta chambre, tu risques de les agripper. Fait que, ils passent loin pour pas que tu leur poses des questions. Et ça, ils sentent, ils le voient. Donc, tout ce malaise-là, elle dit, j'aurais aimé mieux qu'ils passent, puis que juste au moins me faire un sourire, venir voir, est-ce que vous êtes correct, est-ce que tout va bien, plutôt que de faire des détours puis passer ailleurs. Puis un autre réflexe qu'on a, comme tout bon professionnel, tout bonne infirmière, on veut répondre aux questions puis trouver des solutions. Donc, on leur donne plein de dépliants en leur disant, regardez, il y a plein de ressources pour vous aider. Et puis là, eux autres, ils reçoivent ça à l'urgence. Puis c'est bien, là, c'est parfait de leur offrir des ressources et tout ça, mais eux autres, ils reçoivent ces ressources-là, puis ils retournent à la maison avec leur petit bonheur puis leur dépliant. Puis là, ils mettent ça sur leur coin de table. Je ne sais pas, vous, chez vous, votre coin de table, mais moi, chez nous, mon coin de table, là, ça s'empile. Imaginez si, en plus, vous êtes dans une période de deuil, ça s'empilerait énormément. Alors, dans les premiers temps, ils ont l'aide nécessaire, généralement. Il y a beaucoup d'entourage qui va se rassembler autour, même si, quand c'est un cas de suicide, souvent, les gens sont un peu plus mal à l'aise, ne savent pas trop comment approcher.
Dans les premiers jours, les premières semaines, il disait, bien, on est quand même bien entouré. La famille est là et tout ça. Mais là, au bout de 2 semaines, là, il serait temps que tu recommences à travailler. Ça serait temps que tu reprennes du dessus, que tu reprennes sur toi. Puis là, ben, gars, t'en as encore un qui est là, t'es chanceuse, t'en restes un, fais un effort pour lui. Puis... Et là, les gens s'éloignent tranquillement pas vite. Après quelques mois, ben là, on n'en parle plus. Il n'y a plus personne parce que la souffrance est trop lourde. Les gens se sont éloignés pour ceux qui restent avec une grande souffrance. Et donc là, c'est là qu'il y aurait besoin des dépliants. Mais les dépliants, là, imaginez la pile après quelques mois, là, les dépliants, ils ne savent plus sont où. Et là, il y aurait besoin d'aide. Et ce contact-là, moi, j'ai un désir un jour qu'il y ait plus un contact de outreach qui se fasse, un contact d'aller chercher les endeuillés, d'aller faire un contact avec eux. Dans les premiers jours, ça se fait. Je sais que Suicide Action Montréal, entre autres, quand ils sont informés, ils font ce contact-là dans les premiers jours suite au décès. Mais quelques semaines ou quelques mois plus tard, de faire une relance, voir... À un moment donné, là, dans les premiers jours, vous nous aviez dit que vous n'aviez pas besoin d'aide. Est-ce que c'est toujours le cas? Ou est-ce que maintenant, vous pensez que vous pourriez bénéficier d'un certain soutien puis de leur proposer tout ce qui est offert à ce moment-là? Donc, toutes les circonstances entourant le suicide, ça peut avoir un impact. Et c'est sûr qu'il y a les émotions qui vont avoir un impact aussi sur lesquelles on peut avoir un accès, entre autres, en les faisant verbaliser. Il y a toute la surprise. Pour certains qui ne voyaient pas venir du tout le décès, il y a une maman qui disait, bien moi, mon adolescente, elle avait 16 ans. C'est sûr qu'elle a commencé le cégep à lâcher parce qu'elle cherchait, elle n'était pas trop sûre qu'elle était dans la bonne voie. Fait qu'elle a dit, je vais prendre une session de break, puis je vais me remettre sur pied. Elle s'était laissée, elle puis son chum, mais quel adolescent n'a pas une rupture amoureuse à un moment donné? Elle dit, je la sentais triste, mais pas tant que ça. Puis elle dit, à un moment donné, elle dit, on reçoit un appel à s'éjeter devant le métro. Fait qu'elle dit, on ne voyait pas venir du tout. Alors que d'autres l'avaient vu venir, eux autres, ils se disaient, on ne l'a pas vu venir du tout. Donc, toute cette émotion de surprise-là, cette tristesse-là aussi qui va accompagner, la culpabilité, la colère, comme je vous disais, envers la personne qui s'est enlevée la vie puis qui nous laisse pris avec le problème après. Envers les professionnels qui n'ont pas été capables d'aider. Une adolescente disait, entre autres, ma sœur était entourée de plein de professionnels. Il y avait plein de monde qui était là pour l'aider. Elle était suivie au CLSC. Elle dit, à l'école, elle dit, moi, je les avais avertis là, que ma sœur était à risque. Je leur avais dit qu'elle était à risque de se suicider, qu'elle en avait parlé. Mais elle dit, même à ça, elle l'a fait, puis ils n'ont pas été capables de l'aider. Fait que comment ils vont pouvoir m'aider, moi, s'ils ne sont pas capables de l'aider? Puis elle, c'était une jeune fille qui se destinait, qui pensait s'en aller plus dans le domaine de l'éducation spécialisée et tout ça. Puis pendant un certain temps, elle s'est remis beaucoup en question en se disant, bien, si je n'ai pas été capable d'aider ma sœur, est-ce que je vais être réellement capable d'aider d'autres personnes? Donc, elle a été faire un autre cheminement de carrière, mais pour finalement revenir en éducation spécialisée parce qu'elle s'est rendue compte que finalement, c'est ça qui l'appelait. Mais il y a eu tout ce questionnement-là qui est survenu chez elle. Il y a aussi une colère envers l'entourage parce que pour certaines familles, quand je vous disais que l'adolescent, des fois, il y avait des tensions au sein de la famille, ça arrivait dans certaines familles que la famille élargie était un peu éloignée parce que, justement, l'adolescent était un peu trop lourd à porter pour tout le monde, c'était problématique et tout ça, fait que la famille élargie s'était éloignée. Mais là, quand le suicide survient, bien là, la famille élargie se rapproche autour de la famille qui est endeuillée. Et là, c'est une sœur qui disait, entre autres, moi, je leur en voulais tellement. S'ils avaient pu être là quand ma sœur était pas bien, comme ils sont là maintenant, peut-être qu'elle serait pas morte. Et là, il y avait toute cette colère-là. Fait que nous, avec nos yeux de professionnels, quand des fois on regarde c'est quoi le réseau autour des personnes endeuillées, on va dire, ils sont bien entourés, parce que cette famille-là, on l'aurait regardé, puis on aurait dit, ils sont bien entourés, il y a des frères, des sœurs qui sont impliqués, il y a des gens autour d'eux, mais c'est pas tant la quantité que la qualité, et la qualité qui est perçue par les personnes eux-mêmes. Elle, cette sœur-là, elle voulait rien savoir de son mononcle qui venait toutes les semaines la voir, là, parce qu'elle était fâchée contre lui de ne pas avoir été là quand ça allait pas bien. Donc, il y a ça aussi à prendre en considération. Et il y a toute la peur de vivre d'autres pertes aussi qui vient et qui, ça, des fois, va se faire sentir plus quelques années après. Entre autres, moi, c'est sûr, là, c'était des adolescents qui s'étaient suicidés. Donc, les frères et sœurs étaient adolescents au moment du décès. Et là, ils ont vieilli, ils ont eu des enfants. Moi, quand je les ai rencontrés, il y en a certaines familles qui avaient des petits-enfants qui étaient arrivés. Puis ça avait été un gros questionnement de la part des parents à ce moment-là, quand ils ont su que leur enfant attendait un enfant, de se dire, est-ce que je vais être capable d'aimer cet enfant-là qui va arriver? Est-ce que je vais être capable de le voir comme il est, lui, comme nouveau bébé, ou je vais toujours avoir tendance à chercher les ressemblances avec l'enfant qui est décédé? Ou est-ce que je vais être capable de m'attacher à lui au risque d'être encore obligée de souffrir parce que je vais le perdre? Donc, il y avait tout ce dilemme-là qui arrivait. Il y a une maman, elle, que quand sa bru lui a annoncé qu'elle était enceinte, elle dit, c'était un moment tellement heureux, mais elle dit, moi, je suis allée me cacher aux toilettes pour pleurer parce que là, ça m'a confrontée avec le fait que je ne vivrai jamais ça, une grossesse avec ma fille.
Fait que ça l'a bouleversé par rapport à ça. Donc, c'est des émotions qui peuvent survenir quelques années après parce que justement, des fois ils se pensent bien, ils se disent, ben là, maintenant, je suis bien, je vis moins d'émotions, mais malgré tout, ça peut survenir des petites bulles comme ça à ce moment-là. Il y a les bouées de sauvetage sur lesquelles aussi on peut essayer de travailler, on peut essayer de les aider. Donc, entre autres, au niveau intrafamilial, les bouées de sauvetage qui sont présents au sein de la famille qui pourraient aider à cheminer. Ils ont entre autres la cohésion, le respect entre les membres qui peut être très aidant. Un exemple parfait de respect que j'ai pu constater, c'était un peu extrême comme respect, mais je trouve ça tellement beau, c'est la jeune fille qui est décédée au métro. La mère, pour elle, c'était important de savoir c'est où que ça s'est passé et à chaque année d'aller porter une fleur à la date anniversaire. Pour elle, c'était quelque chose qui était important de se recueillir à ce moment-là. Son mari, lui, ne veut rien savoir de c'est où, puis il ne veut pas y aller. Mais à chaque année, il se respecte suffisamment pour que monsieur laisse sa conjointe aller, puis elle ne le tire pas par le bras pour dire « il faut absolument que tu viennes avec moi ». Ils passent le reste de la journée ensemble à partager leurs bons moments avec leur fille. Eux autres, ils se promenaient dans la nature parce que pour eux, leur fille, c'est le vent, c'est le soleil, c'est tout ce qui reste maintenant. Donc, ils continuent à aller dans la nature, mais ils ont ce moment de respect-là, de respecter ce que chacun veut dans son deuil. Donc, ça, on peut travailler là-dessus. Au niveau des expériences antérieures, ce qu'on peut voir, c'est est-ce qu'ils en ont eu des expériences positives avec les professionnels de la santé? Est-ce qu'ils en ont eu des expériences difficiles? Puis c'est quoi les outils, c'est quoi les forces qu'ils ont utilisées à ce moment-là? Puis essayer de bâtir là-dessus. Ça, c'est des choses qu'on peut faire avec les endeuillés. Comment ils ont surmonté les coups durs précédemment? C'est quoi leur force individuelle? On a beau parler du vécu familial. Au sein d'une famille, chaque membre a ses forces particulières. Et à certains moments, c'est certains endeuillés qui vont être plus forts que d'autres. Et comme professionnel, c'est important d'aller identifier c'est qui la personne qui a la force actuellement pour soutenir les autres membres de la famille. Puis nous, comme professionnels, de l'appuyer, cette personne-là, pour pas qu'elle s'épuise aussi. Entre autres, dans une famille, ce que le père, il me disait, c'est une chance que ma femme était là, parce qu'avec sa tête dure, là, elle nous a toutes tirés par les cheveux, puis c'est elle qui nous a tenus en vie pendant un certain temps. Puis à un moment donné, moi, je les visualisais, comme je vous disais, je suis très visuelle, donc je les visualisais comme des petits hamsters, là, avec une roue, ou comme une horloge, c'est plus chic, là, avec des roues, l'engrenage. C'est comme si la maman, elle avait une roue qui roulait plus vite, toute seule, à un moment donné, puis sa force de mouvement a fait en sorte qu'elle a réussi à mettre en mouvement la roue de la sœur puis la roue du père. Donc, mais comme professionnelle, pour pas qu'elle s'épuise, c'est d'accompagner cette dame-là pour justement qu'elle puisse continuer à les soutenir. La présence de croyances facilitantes aussi, c'est d'aller identifier c'est quoi ces croyances-là. Entre autres, une des croyances qui ressortait souvent, c'est que bien, la mort, c'est pas la fin. Je vais le retrouver à un moment donné, mon enfant. Je vais le retrouver, mon proche, à un moment donné. Puis les gens me disaient, je ne vais pas aller le rejoindre demain matin, mais je sais qu'un jour, il va être là. Puis une maman, une façon, puis je dis ça souvent, là, quand j'enseigne à l'université, souvent je dis ça aux étudiants. Tu sais, on a notre réflexe quand en soins de fin de vie, là, idéalement pour soulager la douleur, on va donner des traitements palliatifs. Puis j'ai toujours cette idée-là de la maman qui me disait, elle dit, mon paradis, parce que je ne sais pas ce qui arrive après la vie, mais elle dit, moi, mon paradis, c'est si je peux être assez consciente quelques minutes avant de mourir pour être capable de me dire « Attends, ma chouette, je m'en viens ». Puis ce réflexe-là, ça m'a fait penser en me disant, bien, tu sais, quand je travaillais en soins palliatifs ou avec des gens en fin de vie, bien, tu sais, on veut les soulager, on leur donne des médicaments, puis des fois, ils combattent, puis tout ça. Puis si on était capable d'avoir accès à justement c'est quoi ces croyances-là, cette madame-là risque de combattre très fort si un jour on essaye de la sédationner avant son décès, puis on essaie de la soulager, parce que pour elle, c'est important à ce moment-là. Donc, de toujours avoir ça en tête, qu'on ne sait pas c'est quoi les croyances des gens, c'est quoi leurs besoins. Donc, aller chercher ça, les croyances facilitantes. Une maman, elle, sa croyance facilitante, celle qui avait perdu ses 2 fils, il restait une jeune fille qu'elle avait, mais elle l'avait eu avec un autre conjoint. Puis elle, sa croyance, c'était de dire, bien, elle n'a pas le même père, donc elle est protégée. Est-ce que c'est vrai qu'elle est si protégée que ça? Je ne sais pas. Mais je me suis dit qu'à quelque part, si ça lui fait du bien et si ça lui permet de donner une certaine latitude à sa fille, parce que je l'ai rencontrée 2 fois, cette mère-là, une fois toute seule puis une fois avec sa fille quelques années plus tard. Puis quand j'ai rencontré avec sa fille, là, sa fille rentrait à l'adolescence, là, autour de 12-13 ans. Et là, on sentait toute la difficulté pour la mère de laisser aller sa fille, de lui permettre de revenir toute seule à l'école, après l'école, parce que son fils s'était arrivé à un moment donné toute seule après l'école. Fait que c'est d'accepter que tu laisses un peu de latitude, puis qu'est-ce qui va arriver. Puis je me disais, bien, tu sais, si cette croyance-là lui permet de laisser sa fille vivre son adolescence aussi, puis de pas trop l'emprisonner, bien, tant mieux, je suis qui, moi, pour venir briser ça, cette croyance-là. Ça ne fait pas de tort à ce moment-là
Donc, d'être conscient de ces croyances-là, puis on peut les laisser aller quand elles sont facilitantes. Au niveau extrafamilial, sur quoi on peut jouer aussi, c'est toute la disponibilité du soutien, donc le soutien informel, le soutien formel. Pour certains, dans le soutien formel, c'est ceux qui sont déjà présents au moment du décès. Donc, les médecins de famille, c'est des gens qui peuvent très bien outiller, qui peuvent très bien accompagner les gens qui sont endeuillés, entre autres en les laissant verbaliser, en leur faisant voir aussi qu'ils ont fait tout leur possible pour la personne qui est décédée. Il y a une mère, elle dit, mon médecin de famille, ça a été de l'or en barre parce que quand son deuxième fils, il s'est suicidé, c'est comme si c'était écrit dans le ciel que le deuxième allait le faire aussi, parce que le premier, c'était comme son idole et tout ça. Puis même eux autres, ils avaient en tête que si le premier, il était décédé à 16 ans, le deuxième allait le faire à 16 ans aussi, parce qu'il allait imiter son frère, il allait faire comme son frère. C'est comme si tout le monde prévoyait que ça allait arriver. Puis finalement, quand c'est arrivé, il y avait, je pense, 17 ou 18 ans. Donc, le médecin, ce qu'il a dit, c'est, tu sais, tu as fait tout ce que tu as pu, tu as tout essayé, tu lui as donné 2 ans de plus à vivre. Puis ça, cette madame-là, c'est comme si ça l'a soulagée en disant, bien, je pouvais pas faire plus. Fait que d'avoir ces gens-là autour, des professionnels, médecins de famille, s'il y a des psychiatres traitants pour l'accompagnement, ça peut aider. Puis une chose sur laquelle on n'a pas vraiment de pouvoir, mais qu'on peut toujours dire, c'est le temps. Avec le temps. Puis ça, c'est les parents nous le disaient vraiment clairement, les familles, c'est de dire, bien, avec le temps, la blessure est toujours là. Puis il y en a beaucoup qui m'ont comparé cette blessure-là à une cicatrice. La cicatrice va toujours être visible, elle va toujours être là, mais elle s'estompe avec le temps. La peau reste toujours un petit peu plus fragile, mais est un petit peu moins apparente toujours. Fait que là, une mère me disait, bien moi, je pleurais dans l'auto à tous les jours, chaque fois que je faisais le trajet. Maintenant, bien ça dépend. C'est quand c'est une musique qui me rappelle quelque chose que je vais pleurer. Donc ça, c'est un élément qu'on peut leur mentionner aussi. D'autres pistes d'intervention qu'on peut avoir, c'est entre autres au niveau des actions, les actions intrafamiliales, donc maintenir vivant le souvenir de l'adolescent. Pour plusieurs, ce qu'on disait aussi, c'est de garder vivant le souvenir, mais des bons souvenirs, parce qu'il y en a certains qui gardent des souvenirs plus négatifs par rapport au décès. Si c'est arrivé dans la maison, bien, de laisser la pièce identique à comment c'était avant, c'est sûr que ce ne sera peut-être pas le meilleur souvenir à garder. Il y a une maman qui a fait ça, puis justement, elle, ça a été très difficile pour elle. Donc, d'essayer de les encourager. S'ils voient que c'est aidant de garder des souvenirs, OK, mais quels souvenirs qu'on pourrait garder, puis se faire une place, une boîte ou quelque chose pour les conserver. Retrouver l'homéostasie du système, on peut les encourager à s'ouvrir à la discussion, d'avoir des projets communs, un projet positif sur lequel on va mettre notre enfance autre que le décès. Fait qu'il y en a qui ont planifié l'achat d'une maison, qui ont planifié le projet de faire un voyage en famille pour justement avoir un côté positif à leur rencontre. Je vais plus vite vu qu'il reste moins de temps. Une autre action qu'ils vont faire, c'est de chercher un sens au suicide. L'important aussi là-dedans, c'est qu'à un moment donné, d'arriver à dire bien, qu'on ne les aura pas toutes les réponses. Parce que la personne est partie avec les réponses. Donc, on va en avoir une parcelle, on va aller les chercher. Il y en a qui vont les chercher par la lecture, il y en a qui vont chercher en discutant avec les amis, en discutant avec leurs proches. Mais à un moment donné, il faut qu'ils arrivent à la conclusion de dire bien, on ne pourra jamais avoir toutes les réponses. Puis à partir du moment où ils acceptent qu'ils n'auront pas toutes les réponses, des fois, ça les aide à cheminer un petit peu plus à ce moment-là. Le fait de partager leur expérience aussi, c'est aidant. Donc, à ce moment-là, puis c'est un peu sous cette forme-là que fonctionnent la plupart des services d'aide aux endeuillés. Entre autres, c'est par des groupes d'entraide entre endeuillés. Donc, ça les aide de pouvoir partager leur expérience et de ne pas avoir de délai de temps. Dans le système, comment il fonctionne maintenant à date, c'est tu as le droit à 15 séances avec un professionnel, puis après ça, c'est fini. Mais il y a une maman qui disait, moi, au bout de 15 séances, là, je suis rendue au cœur du bobo. Puis là, on me dit, bien, c'est fini, madame. Vous ne pouvez pas avoir plus de services. Donc, c'est d'avoir une plus grande ouverture par rapport à ce qu'on peut leur offrir. Et il y a différentes trajectoires. Puis là, je ne rentrerai pas nécessairement dans tous les détails compte tenu du temps, mais il y a, entre autres, différents types de familles. Les familles énergiques, c'est ceux qui rapidement se mettent dans l'action. Ceux-là, on va moins les voir comme professionnels parce qu'ils vont rapidement se mettre en action pour justement essayer d'émerger, mais quand même de rester disponible, de leur offrir du soutien, de leur expliquer de ce qui est possible d'avoir. Une de ces familles-là me disait, bien moi, si j'avais su qu'il y avait des services pour les endeuillés dans ma région, bien ça aurait peut-être été plus vite, même si ça avait été quand même très rapide pour eux, ça aurait pu être plus rapide. Il y a la famille combattante qui, elle, bien, c'est comme s'il y a toujours plusieurs coups durs qui vont arriver un après les autres pour elle. Donc, la maman qui avait les 2 décès dans sa famille, c'est comme si les embûches n'arrêtaient pas d'arriver. Les décès par suicide, d'un cancer et tout ça. Et ça, cette famille-là, c'est une famille qu'il faut soutenir dans le temps, qu'il faut se montrer disponible régulièrement parce qu'on ne sait jamais quand le coup dur va arriver. Donc, à ce moment-là, ça peut être aidant.
La famille stupéfaite, c'est la famille qui fixe, qui pendant un certain temps est plus capable de se mobiliser. Donc, à ce moment-là, c'est d'essayer de trouver c'est qui la personne qui a le plus de force à ce moment-là au sein de la famille pour essayer de soutenir son mouvement à elle, de l'accompagner pour finalement essayer de faire bouger l'ensemble de la famille. Et la famille tenace, c'est elle que généralement qu'on va voir qui va avoir les symptômes qui va être le plus difficile pendant une longue période de temps. Et c'est elle qu'on va le plus accompagner généralement en soutenant, en donnant du service plus approfondi. Si je les passe rapidement là, pour arriver juste à la croissance post-traumatique. De toute façon, vous allez avoir accès au PowerPoint. Fait que si vous avez des questions, vous m'écrirez, il n'y a pas de problème. La croissance post-traumatique, juste pour vous en glisser un mot, c'est un concept, je vous parlais au doctorat, j'avais parlé de résilience, et je me suis un peu dissociée de ce concept-là rendu au post-doctorat parce que je me suis dit que je trouvais que la résilience était un peu galvaudée maintenant. On utilise ce terme-là un petit peu pour tout le monde. Les Canadiens sont résilients parce qu'ils ont gagné au hockey ou un homme d'État est devenu résilient parce qu'il a gagné une élection. Donc, à ce moment-là, moi, je trouvais que c'était un petit peu trop utilisé. Donc, j'ai été voir un peu plus le concept de croissance post-traumatique. Et dans le fond, ce que les familles m'ont décrit comme croissance, comme apprentissage, comme transformation, correspond à ce que c'est de la croissance post-traumatique. Donc, c'est un concept qui a été développé dans le domaine de la psychologie positive. Puis, ça fait référence à une transformation positive suite à un trauma. Puis je trouvais ça intéressant de vous en parler parce que peu importe le milieu dans lequel vous travaillez, vous pouvez être en contact avec des patients ou des personnes qui vivent un traumatisme, pas nécessairement un suicide, différents types de traumas. Et la transformation positive va se faire au niveau de la perception de soi, comment on se voit nous, comment on se perçoit, c'est quoi nos forces, les changements dans les relations avec autrui, fait que comment on interagit avec les autres, et dans la philosophie de vie. Fait que vous voyez le lien que je faisais à ce moment-là avec mon processus que j'avais vu. Et il y a un instrument de mesure là, pour pouvoir le quantifier, voir si les gens ont vraiment vécu de la croissance post-traumatique. Et il existe des interventions qui pourraient soutenir cette croissance post-traumatique-là, mais il n'y a rien qui a été fait spécifiquement avec les endeuillés par suicide. C'est pourquoi là, moi, je me suis intéressée à essayer de développer une intervention. On est encore à l'étape de tester, de voir, de valider l'intervention avec des endeuillés et avec des professionnels, mais ça serait principalement une intervention d'écriture et de quelque chose qui se ferait plus en ligne parce que dans le Québec, c'est très vaste, c'est très grand et dépendamment des régions, les services sont plus ou moins accessibles. Donc, en ligne, ça permettrait d'avoir accès, même si c'est très loin en région, que c'est difficile d'avoir accès à un professionnel. Tu peux quand même avoir ce contact professionnel-là via Internet, via Skype, si on a besoin d'avoir quelque chose de visuel et tout ça. Fait que c'est ça qu'on est en train de mettre en place et qu'on va être en train d'évaluer. Alors, le petit quiz, parce qu'il faut tester vos connaissances, voir si vous m'avez bien écouté, voir si vous allez avoir votre certificat de formation. Donc, c'est qui les différents types de personnes qui peuvent être touchées par le suicide? Au début, je vous disais que historiquement, il y en avait combien qui étaient touchés et maintenant, on pense à combien de personnes qui peuvent être touchées par un seul suicide? Est-ce qu'on peut répondre dans la salle? Oui, parce que je me demandais si c'était moi, je suis habituée à en faire des examens, puis après ça, je les corrige. Là. Donc, vous pouvez répondre. Fait que c'est 100 personnes qui peuvent être touchées. C'est un nombre approximatif, là. On ne peut pas vraiment calculer pour chaque personne, mais en moyenne, on pourrait parler de 100 personnes. Les caractéristiques d'un deuil par suicide, c'est quoi les caractéristiques? Qu'est-ce qu'on voit comme émotion plus spécifique chez ces gens-là? Le déni, la colère, la culpabilité, la honte, la stigmatisation, c'est tous des trucs qui peuvent être plus particuliers, spécifiques au... Vous ferez je ne vous souhaite pas de faire l'expérience, là, mais mettez-vous dans une position que vous demandez à quelqu'un comment ça va, il dit « Ah, je suis en deuil », puis vous demandez « Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé? » Vous n'aurez pas la même réaction si la personne vous dit qu'elle est en deuil de son frère du cancer versus qu'elle est en deuil de son frère par suicide. Et les frères et sœurs, puis même les parents se questionnaient d'ailleurs à savoir est-ce que je le dis, puis à qui je le dis, parce qu'après ça, il faut que je deal avec la réaction des gens. Donc ça peut avoir un impact. Et en quoi consiste le processus de croissance possible suite au suicide d'un adolescent? Est-ce que vous vous souvenez de mon petit schéma? Il y a le cataclysme qui arrive. Ensuite, il y a une période de naufrage. Qu'est-ce qui va influencer l'ampleur du naufrage? Les bouées de sauvetage, qui peuvent être soit, puis ça, vous ne l'aviez pas dans le schéma, mais je vous en ai parlé, peuvent être soit intrafamiliales ou extrafamiliales, sur lesquelles on peut agir. Puis ensuite, ils vont entreprendre des actions
qui peuvent entraîner cette émergence-là. Puis les niveaux auxquels on peut intervenir, il y en a différents. J'espère que vous en avez retenu quelques-uns sur lesquels on peut avoir un point d'ancrage pour intervenir auprès de ces endeuillés-là. Parce que, ça, j'aime ça le répéter tout le temps, la postvention, c'est une forme de prévention du suicide parce que, comme on le dit, les endeuillés par suicide sont plus à risque eux-mêmes de se suicider. Donc, des fois, on essaye de pister et de déterminer c'est qui les gens sur lesquels on devrait faire de la prévention, mais une des principales populations, c'est les gens qui sont endeuillés eux-mêmes. Merci. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Merci beaucoup. Je voudrais voir si sur les sites extérieurs, il y a des questions. Je vais y aller tout de go. Hein? Ben, quand ils vont parler, on va normalement les voir. Hein? C'est ça, François? Bon. Le CHU de Sainte-Justine, avez-vous une question? Pas de réponse, pas de question. Le CIUS Centre-Ouest. OK. Je vois du mouvement à l'Hôtel-Dieu. Alors, je ne sais pas si avant de bouger, il y a une question. Pas de question à l'Hôtel-Dieu. Merci, Nadine. Peut-être Saint-Luc au pavillon principal. C'est Marie-Noël. Est-ce qu'il y a question là-bas? On n'a pas de question ici, merci. Merci. Au PEA? Personne? Alors, ça va être tout pour nous. Je vais donner la parole à la salle. Avez-vous des questions? Merci. Oui. Oui. N'avait pas été évalué dans le contexte précis du deuil par suicide. Est-ce qu'on a une idée de l'impact de nos interventions? Puis, en fait, ça doit être aidant, mais est-ce qu'on a démontré que c'était aidant par l'étude? Ce qui est très problématique là, avec les interventions auprès des endeuillés par suicide, c'est toute la... Je vais vous expliquer parce que je suis justement en train d'écrire là-dessus. Là, la grosse difficulté, c'est que on n'a pas d'écrit spécifique sur qu'est-ce qui se fait puis comment ça se fait. En tout cas, au Québec, au Canada, là, il y a très peu d'écrits sur ce qui se fait. Ailleurs dans le monde, il y a de plus en plus d'écrits. Ce qu'ils regardent souvent, c'est l'entraide par les pairs, le soutien par les pairs. C'est ce qui est beaucoup testé. Ce qui est difficile à faire aussi, c'est tout le recrutement auprès des endeuillés par suicide. Vous comprendrez là, que c'est pas j'appelle ça là, une population captive. Là. Si vous faites une étude sur un problème de santé hospitalier, bien, vous pouvez aller dans un hôpital puis recruter vos gens comme ça. Les endeuillés par suicide, c'est difficile d'avoir accès à eux. Souvent, ceux qu'on a accès, c'est ceux qui vont chercher de l'aide. Donc, pour faire des études cliniques concrètes pour essayer de voir l'efficacité d'une intervention, c'est très difficile avec cette population-là. Je pense que c'est ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup d'interventions qui sont évaluées. Donc, il n'y a pas grand-chose qui est évalué. Moi, j'ai l'impression que comme il y a des études qui sont faites sur l'efficacité d'une thérapie TCC, par exemple, avec les endeuillés générales, je pense que ça pourrait être aidant aussi, là, parce qu'ils ne sont pas si différents, ils sont différents, mais ils ont quand même des similitudes. Donc, j'ai l'impression que ça pourrait être efficace quand même, mais avec la population des endeuillés par suicide, il n'y a pratiquement rien. Puis si on essaie de voir ce qui se fait au Québec, on essaie de répertorier ce qui se fait au Québec, chaque région, c'est différent, dépendamment du centre de prévention du suicide qui s'occupe de la problématique dans le Québec. Chacun va avoir comme ses méthodes de pensée. Là, ils ont décidé de faire un regroupement maintenant pour un peu plus centraliser l'information, pour un peu savoir ce qui se fait partout. Mais sinon, dépendamment de la chance que tu as que ça arrive dans telle ou telle région, tu n'auras pas les mêmes services. Fait que c'est ça qui est un peu difficile actuellement. Fait que je sais pas si je réponds pas vraiment à votre question parce que j'ai pas de réponse. Ce qui a été beaucoup testé, entre autres aussi comme intervention, c'est ce qui se fait par rapport aux médias, hein, de diminuer l'information, de moins, pas de pas informer sur le suicide, mais de moins glorifier ou de moins mettre en valeur quand il arrive un suicide dans la communauté. Parce qu'ils ont vraiment démontré à l'époque, quand il y a eu le suicide de Régent, Monsieur de JE, il y a plusieurs années, là, Gaétan Giroir, excusez,
Pauvre monsieur. Mais Gaétan Giroir, quand il s'est suicidé, il y avait eu vraiment une hausse. Il y a eu une hausse marquée après le suicide chez les hommes, entre autres, parce que les gens s'identifiaient à lui. Puis si lui, l'homme fort qui défend tout le monde, n'a pas réussi à passer à travers, comment moi, je vais réussir? Donc, il y avait eu une hausse. Ils se sont beaucoup questionnés. Ça a été démontré que c'était efficace de diminuer un peu toute l'information qu'on pouvait avoir par rapport à ça. Dans les écoles aussi, ils essayent différentes interventions. Encore là, c'est toujours mitigé parce que oui, le fait de parler des problèmes de santé mentale, ce qu'on mise de plus en plus maintenant, c'est d'essayer d'agir sur les forces, puis d'essayer de faire du dépistage de santé mentale, puisqu'on sait que c'est un des facteurs de risque au suicide. Fait qu'au lieu de parler spécifiquement du suicide dans les écoles, c'est de plus parler de ça. Mais c'est pas vrai que de parler du suicide va faire quelqu'un se suicider, mais quand même, il faut faire plus attention. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Ça, j'ose croire dans ce temps-là que c'est parce qu'on a été clair. Donc, passez une bonne journée.